m'appelle Herbert Traube. Je suis né en Autriche le 15 juillet 1924. Il faut rappeler une chose. À cette époque, un jeune, jusqu'à l'âge de 11, 12 ans, 13 ans même, il ignorait tout ce qui s'est passé autour de lui. Même dans des familles qui n'étaient pas forcément des familles élitistes, mes parents étaient de petits bourgeois, mon père était dentiste, mais on n'en savait pas ce qui se passait autour. Nous connaissions notre vie personnelle, mais autour, rien. Donc, des souvenirs d'enfance, j'avais une enfance heureuse, jusque la fameuse annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. Lorsque l'annexion s'est produite, je n'avais pas encore 14 ans. J'ai connu donc les premières exactions, les premières attaques contre des juifs et notamment mon expulsion de mon école, de mon lycée. J'étais au lycée à l'époque, en 4e année de lycée. Donc expulsé et terminé l'école. Lors de la déclaration de guerre, après l'attaque allemande contre la Pologne, que tout le monde connaît, enfin est censé connaître, j'étais en Belgique. Donc la Belgique était pays neutre. Donc la guerre proprement dite ne nous concernait pas. Nous étions réfugiés en Belgique. Cela a duré jusqu'au 10 mai 1940, lorsque Hitler a attaqué, sans préavis d'ailleurs, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc c'était là l'extension de la guerre en même temps que l'invasion de la France. Donc à partir de là, j'étais donc concerné par la guerre proprement dite. Avant, c'était les persécutions racistes anti-juives, mais là, c'était la guerre. Donc, on est parti avec ma mère à l'époque, avec beaucoup de Belges. On a quitté la Belgique, on est venu en France. Et en France, j'étais accueilli comme réfugié, comme tout le monde, dans un petit village qui s'appelle Villeneuve-des-Bergues. On était des réfugiés jusque la prise de pouvoir de Pétain. À partir de là, de réfugiés, on est devenu des indésirables. Et comme indésirables, on était enfermés dans un camp d'internement. C'était, si vous voulez, c'était pour moi le début de la guerre. Quand j'étais interné en 1940, le camp des Gurs. Gurs, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là, j'ai passé tout l'hiver. L'hiver 40-41, j'ai passé dans ces camps qui étaient infects, enfin, très, très difficiles à vivre, la boue, pas d'hygiène, enfin bon. On a été transférés quelques-uns et je pense que c'était l'état de santé de ma mère qui a fait que nous faisions partie de ce groupe de transfert vers le camp des Rivesaltes. Rivesaltes, où j'ai passé pas longtemps, j'ai passé 2-3 mois. Ma pauvre mère est décédée à Rivesaltes et après je me suis évadé de Rivesaltes, je suis arrivé à Marseille. Je suis d'un tempérament optimiste depuis ma naissance et pour toujours. Donc je me suis toujours dit, tout ce qui m'arrive, il faut surmonter, demain ça ira mieux. Bon. Le décès de ma mère, pour moi, c'était un coup terrible. J'aimais beaucoup ma mère, on peut l'imaginer. J'avais essayé d'être auprès d'elle pendant sa courte maladie dans les camps. Et puis, quand elle est décédée, j'ai assisté à ses obsèques, évidemment. Pour moi, c'était très, très dur. Hein. Et je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai perdu la foi. Pour moi, Dieu n'existe plus. Dieu qui a permis ça, pour moi, Dieu n'existe pas. Donc, cette période, pour moi, m'a conforté dans l'idée il faut résister, faire ce que l'on peut pour combattre ceux qui ont permis
que cela se fasse. Et j'étais pas du tout anti-français. C'était pas ça. J'avais quand même assez de compréhension pour voir que c'est le gouvernement nouveau de France qui faisait ça. La population française n'y était pour rien. Donc j'étais à Marseille libre. Mais j'ai travaillé pour les Quakers dans un endroit qu'ils avaient eux loué pour mettre à l'abri des femmes et des enfants originaires du nord de la France qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que la région avait été déclarée terrain militaire par les Allemands. Donc ces femmes et ces enfants étaient là. Donc il y avait une maison et dans cette maison-là, j'étais devenu le bonhomme à tout faire, quoi. Balayer partout, nettoyer, etc. Bon, garder les enfants quand les femmes allaient se promener en ville, enfin bref. Mais j'étais tranquille à Marseille pendant un peu plus d'1 an. Et j'étais arrêté à nouveau le jour de la grande rafle en zone libre, le 26 août 1942. J'étais arrêté et j'ai connu le camp d'Émile. Alors, du camp d'Émile, je pensais que les Quakers allaient essayer de me faire sortir. Donc, je ne bougeais pas. Et j'ai vu partir des convois. C'était des convois qui partaient, on ne savait pas où. À l'époque, on ne savait pas qui partaient. Et j'ai attendu jusqu'à ce que je fasse partie du dernier convoi, qui est parti le 10 septembre 1942. Le dernier convoi de déportés est parti du camp d'Émile le 10 septembre. Et j'étais dans ce convoi. Et je me suis évadé du wagon en cours de route. J'ai sauté par une petite ouverture de ventilation. On était très serrés comme des sardines là-dedans, enfin bref. J'ai sauté, puis je suis retourné à Marseille par des voies absolument rocambolesques. J'ai pu m'engager à la Légion étrangère, sous un faux nom évidemment. J'étais devenu luxembourgeois. Et j'ai signé mon contrat le 21 septembre 1942, ça je m'en souviens, pour 5 ans. Je suis arrivé en Afrique du Nord quelques jours avant le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Donc à partir de ce moment-là, je ne craignais plus rien de l'État français ni des Allemands, mais j'étais devenu soldat français. La Légion étrangère est une unité française. Et après mon instruction qui était assez dure, j'ai participé à des combats en Tunisie. Et après, j'ai participé au débarquement. Après la victoire donc en Tunisie, les Américains ont équipé l'armée française qui était en Afrique du Nord avec du matériel américain, et on a créé une division blindée de 3 divisions. La mienne, c'était la 5e division blindée, et elle était donc affectée à la première armée française du général de Lattre de Tassigny pour aller débarquer. On ne savait pas où. On ne savait pas où. Quand on était sur le bateau, en mer, c'est là que les officiers ont appris quelle était notre destination. On ne le savait pas avant. C'était ultra secret, évidemment. J'ai un souvenir assez précis, c'est curieux. Ce souvenir, c'est quand on était sur le bateau, les pensées qu'on avait. Je faisais partie de jeunes qui étaient là. J'avais 20 ans, à l'époque, 20 ans. On savait que le débarquement en Normandie avait eu lieu. On savait les milliers de morts qu'il y avait eu. Alors on s'est dit, on va débarquer. Qu'est-ce qui nous attend? Alors c'était des images qui tournaient dans la tête de la plupart des gens. Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais pouvoir faire ce qu'on me demande de faire? Est-ce que je vais survivre? Je disais que lorsque vous débarquez, vous suivez les ordres. Et les ordres, c'est quoi? C'est d'avancer. Reculer, la Légion ne recule pas. La Légion avance. Bon. Et en parlant avec des anciens, ils m'ont dit, tu sais, on me dit
Au combat, il faut être courageux. Le courage, c'est quoi? Le courage, le courage, c'est de vaincre sa peur. C'est ça le courage. Parce que celui qui te dit qu'il n'a jamais eu peur, c'est un menteur. On a peur. Mais tu dois vaincre ta peur pour devenir courageux. Et lorsque tu es engagé, et si tu vois un camarade qui tombe à côté de moi, ça te donne l'envie euh, de combattre. Je ne dis pas de se venger, mais de combattre contre ceux qui ont tué ton copain. C'est ça le courage, en quelque sorte. On a appris qu'on allait débarquer sur une plage, la plage du Dramont. On a débarqué un après-midi. euh, C'était calme. On entendait au loin des bombardements. Mais loin, c'était pas un combat dans les stériles, mais pas longtemps. Après, on est retiré et on suit donc les premières forces, parce que les Allemands, ils reculaient hein, jusqu'à Belfort. Et à Belfort, là, on est engagé à fond, très dur. Et après Belfort, on entre en Franche-Comté. Ça, je me rappelle très très bien comment ça s'est passé. Et j'étais donc toujours dans le groupe de commandement. Et il faut préciser une chose, lorsque une unité de légion avance, en tête, c'est le commandant. Il n'est pas derrière, il est devant. Donc on a été missionné pour libérer un petit village qui s'appelait Montreux-le-Château, en Franche-Comté. C'était en novembre. Il faisait froid. Bruinait un peu. Notre unité, la compagnie au complet, devait libérer ce village. Et à puits de chat, pas possible. Il fallait traverser le canal du Rhône-Rhin. Le pont était coupé, bien évidemment. On avait un petit terre-plein de centaines de mètres, de 100 mètres, je ne sais pas combien. Et puis un autre ruisseau. Et puis après, c'était le village. Le commandement, le commandant de compagnie savait qu'en cas de besoin, on aurait un appui d'artillerie. Mais les chars ne pouvaient pas avancer, évidemment. Donc on a avancé. Et quand on était sur le terre-plein, les Allemands qui étaient en face ont ouvert le feu. Et on a su après que ces gens-là, ce n'étaient pas des simples soldats de la Wehrmacht, c'était une unité de la division Das Reich. Ouais, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Bon. Donc ils nous ont laissé approcher, et puis une fois qu'on était à bonne distance, ils avaient des tireurs d'élite qui ont descendu tous nos officiers. Tous nos officiers. Mon capitaine est mort à côté de nous. On a été, peu de temps après, engagés en Alsace. C'était assez dur, Colmar. Bon. Donc, on a libéré Colmar, évidemment. Hitler, il avait ordonné à ses troupes à Colmar de résister jusqu'au bout. Et puis après, voilà, après, la France était libérée. Mais nous, on n'était pas libérés, nous. Mais on était quand même tranquilles. Et on était donc destinés à traverser les Rhin pour aller combattre en Allemagne. On est arrivé à Sigmaringen. À Sigmaringen s'était retiré tout le ex-gouvernement Pétain qui s'était réfugié en Allemagne. Ils étaient à Sigmaringen sous protection allemande, évidemment. Il y avait Pétain, Laval, enfin. Nous, on est arrivé à Sigmaringen, manque de peau. Ils venaient de partir depuis quelques heures, protégés par des SS allemands, protégés, ils sont partis en Suisse. Donc on n'a pas pu les attraper. Je me suis trouvé en Autriche, avec une arme à la main, et j'ai assisté au tout dernier combat qu'il y a eu à l'entrée du tunnel de l'Alberg en Autriche. Et c'est là que j'ai entendu la sonnerie « Halte au feu ». Halte au feu, terminé. On ne tire plus, c'est fini. Le 8 mai 1944, 45, pardon. Voilà, c'est là que j'ai connu donc la fin de la guerre, en Autriche. On était dans un petit village pendant 2 ou 3 jours où les gens, nous saluaient poliment, tout ça, on nous offrait à boire. Bon. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Où suis-je?
Tu es chez toi? Non, je ne suis pas chez moi. C'est pas ma patrie. Mais c'est l'autre. Non, c'était pas encore l'Autriche, c'était encore l'Inde. Bon, alors, tu es quoi? Tu es français? Mais non, je ne suis pas français. Officiellement luxembourgeois, mais enfin, je ne suis pas français. Et pour moi, j'étais légionnaire. Ça veut dire que j'étais euh, en quelque sorte un apatride qui avait trouvé refuge dans la Légion étrangère. Je précise quand même, j'ignorais à l'époque les camps d'extermination. Nous, on ne connaissait pas ça. On n'avait jamais entendu parler. Enfin, non seulement qu'on n'avait pas entendu parler, mais on ne pouvait pas imaginer que ça existe. Aujourd'hui, je me dis, un homme du XXe siècle ne pouvait pas imaginer qu'une nation allemande, où il y avait, qui avait vu naître Goethe, Schiller, Grindparz, Mozart, Beethoven, Bach, etc., que cette nation-là ait créé des camps d'extermination. Impossible, mais ça existait. Si à l'époque, quand j'étais en Autriche, j'avais su ça, si j'avais su que mon père était mort à Auschwitz, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. J'aurais peut-être fait des conneries. C'est possible. Mais je ne savais pas. J'ai été arrêté. Comment j'étais arrêté en août 1942, je savais que mon père était arrêté aussi. Il n'était plus à Marseille, il était en résidence désignée. Petit patelin, il était arrêté. Mais je ne savais pas ce qu'il était devenu. Quand j'étais encore soldat, je me posais la question, oui, qu'est-ce qu'il est devenu mon père? Je savais qu'il était donc parti, déporté, et j'ai pensé pendant longtemps qu'il peut-être il s'en est sorti. Et c'est quand j'ai appris l'existence des camps dits d'extermination que j'ai compris que mon père, que je ne le reverrai plus. Et ça, j'ai su ça, donc, j'ai dit en 47. En 47. Je ne le savais pas avant. Et plus tard, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur Serge Klarsfeld, et lui, dans ses documents, il a trouvé le nom de mon père, qu'il est parti tel jour avec tel convoi, etc. etc. Voilà. Chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, croix de guerre, croix de l'engagé volontaire, et puis des bricoles à droite à gauche. Enfin, le principal, c'est Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre, croix des combattants. Et notamment aussi, j'ai quand même, il faut le dire, la croix de la médaille coloniale. Alors, je suis revenu en France, c'était fin 47. Fin 47, c'est-à-dire 2 ans après la libération. Quand on essaie d'évoquer quelque chose, ça n'intéressait personne. Personne. Et je suis, et à ma tante, qu'il connaissait, des anciens déportés. À l'époque, il y en avait quand même pas mal qui étaient revenus des camps. Mais eux, quand ils parlaient, on ne les intéressait pas. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il faut vivre. Il faut se recréer une situation. Il faut travailler. Et c'était ça l'idée. Donc, petit à petit, tous mes souvenirs, je ne peux pas dire que je les ai oubliés, c'est pas vrai, je les ai mis au fond de ma mémoire avec un couvercle par-dessus. Et je n'en parlais plus. Je peux dire que ça fait 20 ans maintenant, une vingtaine d'années, que je pratique. Des voix de mémoire, pour moi, c'est quelque chose, il ne faut pas, non seulement qu'on oublie que des gens ont combattu, ont perdu la vie pour que la liberté renaisse, que la République reprenne. Et pas seulement ça, mais il faut expliquer, notamment aux jeunes, pourquoi c'était arrivé, quel était le fonctionnement des esprits qui ont permis que cela se passe, que des gens soient empoisonnés par des paroles. Notamment, il y a
une phrase qui est citée souvent, on dit « la Shoah a commencé par des mots », ce qui est vrai. On a commencé par parler, empoisonner l'esprit des gens en désignant des boucs émissaires, des gens qui n'étaient pour rien de tout ça. Donc c'est ça qu'on explique, qu'on essaie d'expliquer aux gens. Et notamment leur dire les dangers de la transmission des fausses nouvelles, les fake news, la transmission par les réseaux dits sociaux, je dis toujours les réseaux dits sociaux, la transmission des nouvelles qui sont fausses, l'incitation à la haine. C'est ça qu'il faut combattre. Voilà, c'est ça mon devoir de mémoire. Et je continue à faire ça tant que je pourrai. En plus de ça, je participe aux manifestations patriotiques. C'est un devoir pour dire, voilà, nous, anciens, on est là parce que on les doit aux souvenirs des morts, etc., etc. C'est un petit peu mon état d'esprit, si vous voulez. C'est très important pour que la mémoire perdure. Et quand je dis mémoire, j'attache toujours mémoire à l'enseignement des jeunes pour ce que je viens de dire. Il y a donc eu des jeunes qui ont participé à la libération de la France pour rétablir la République, etc., résistants, combattants, etc. Et il faut que cette mémoire perdure pour que cela ne puisse plus se reproduire.